Histoire 1, le silence de la nuit. Imaginez-vous sur cette route déserte, moi au volant, les phares de ma voiture peinant à percer l'obscurité. C'est une nuit où le silence est si lourd qu'il semble prêt à m'engloutir. Le moteur ronronne doucement, mais ce bruit mécanique est le seul à perturber la quiétude étouffante de la nuit. Le ciel est obscur, sans étoiles ni lune pour éclairer mon chemin. Tout autour, la nature semble morte, comme si la vie elle-même avait fui cet endroit maudit. Je conduis depuis des heures, seul, cherchant à atteindre un village isolé pour la nuit. La route serpente à travers des bois épais, et plus j'avance, plus je sens cette pression croissante dans ma poitrine. C'est comme si quelque chose me suivait, me guettait dans les ombres. Mais chaque fois que je tourne la tête, il n'y a rien, juste cette obscurité suffocante. Soudain, un bruit sourd résonne sous la voiture, me faisant sursauter. C'est comme si quelque chose s'était accroché à l'essieu, grattant le métal avec insistance. Mon cœur s'emballe, battant à tout rompre dans ma poitrine. Je n'ai pas le choix, je dois m'arrêter pour vérifier. Je sors de la voiture, la nuit m'enveloppant immédiatement de son manteau glacial. Le froid mord ma peau, et le silence, ce silence est encore plus oppressant à l'extérieur. Je fais le tour de la voiture, mais je ne vois rien d'anormal. Rien qui puisse expliquer ce bruit. Pourtant, mon instinct me hurle que quelque chose ne va pas. Et c'est à ce moment-là que je l'aperçois. Là, au loin, une silhouette se dessine dans la pénombre. Elle est immobile, figée comme une statue, me fixant de ses yeux vides. Mon sang se glace. Je veux crier, mais aucun son ne sort de ma gorge. Cette silhouette, cette présence, elle ne devrait pas être là. Ce n'est pas naturel. Des murmures commencent à flotter dans l'air, des voix indistinctes, incompréhensibles, qui semblent provenir de partout à la fois. Elles murmurent mon nom, le répètent sans cesse, comme un chant funèbre. Je suis cloué sur place, incapable de bouger, figé par une peur viscérale que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je ne sais pas combien de temps je reste là, paralysé par la terreur, mais à un moment donné, la silhouette commence à avancer vers moi. Lentement, inexorablement. Ses mouvements sont fluides, presque irréels, comme si elle glissait sur le sol plutôt que de marcher. Plus elle se rapproche, plus les murmures se font pressants, envahissant mon esprit, m'étouffant dans une cacophonie insupportable. Enfin, dans un sursaut de désespoir, je me précipite vers la voiture, claquant la portière derrière moi. Je démarre en trombe, les pneus crissant sur le bitume. Le moteur rugit, mais les murmures sont toujours là, s'amplifiant, se mêlant au bruit du vent qui s'engouffre par les fenêtres. Je ne peux pas m'en débarrasser, ils sont dans ma tête, tournant en boucle, m'entraînant vers la folie. Je regarde dans le rétroviseur, et je vois la silhouette toujours là, au milieu de la route, immobile. Mais ce n'est plus une seule silhouette. Elles sont maintenant des dizaines, des centaines, toutes identiques, me fixant avec ses yeux vides, dénués d'âme. Leurs murmures se transforment en cris, des cris de douleur, de colère, de désespoir. Je sens une pression sur ma poitrine, comme si une main invisible tentait d'écraser mon cœur. La route devient un labyrinthe sans fin, s'étirant à l'infini devant moi. Chaque virage me ramène invariablement au même endroit, face à ces silhouettes qui se rapprochent, encore et encore. Je suis piégé, pris au piège dans cette nuit éternelle, sans échappatoire possible. Et puis, soudain, tout s'arrête. Le silence revient, mais ce n'est plus le silence oppressant de tout à l'heure. C'est un silence froid, mortel, celui qui précède l'horreur ultime. Je m'arrête au milieu de la route, tremblant de tous mes membres, le souffle court. Les silhouettes ont disparu, les murmures se sont tus. Mais je sais qu'elles sont toujours là, quelque part dans l'ombre, prêtes à me rattraper. Je prends une grande inspiration, tentant de reprendre mes esprits. Je me dis que ce n'était qu'un cauchemar, une illusion provoquée par la fatigue. Mais au fond de moi, je sais que c'est faux. Quelque chose m'a suivi, quelque chose de maléfique, d'ancien, qui ne me laissera jamais en paix. Je redémarre la voiture, mes mains encore tremblantes sur le volant. Je ne pense qu'à une chose, m'éloigner le plus possible de cet endroit maudit. Mais à mesure que je roule, je remarque que la route semble changer.
Les arbres se tordent, les branches s'étirent vers moi comme des griffes. Le paysage devient de plus en plus étrange, de plus en plus menaçant. Je comprends alors que je ne quitterai jamais cette route. Elle m'a piégé, elle m'a choisi. Et je suis condamné à errer ici pour toujours, entouré par ces ombres qui ne sont que l'écho de mon propre désespoir. Le silence revient, mais cette fois, je l'accueille. Car je sais que la véritable horreur est encore à venir. Histoire 2, l'autostoppeur fantôme. C'était une nuit sombre et brumeuse sur cette route de campagne isolée. Le ciel était couvert de nuages lourds, et seule la lueur de mes phares perçait à travers l'obscurité, créant des ombres mouvantes sur la route déserte. Je conduisais lentement, conscient de l'isolement et des mystères qui peuvent hanter ces endroits peu fréquentés. À un moment donné, à peine éclairé par la lumière vacillante de mes phares, j'aperçois une silhouette sur le bord de la route. C'était une jeune femme, habillée de manière étrange pour une nuit aussi froide. Ses vêtements étaient usés et ses mains tremblaient visiblement, levant le pouce dans un geste désespéré pour demander de l'aide. Mon instinct me poussait à continuer, mais quelque chose en moi me disait de m'arrêter. Je freinai doucement et ouvris la fenêtre pour lui demander si elle avait besoin d'aide. Elle hocha la tête en silence, ses yeux pleins de détresse. Je lui fis signe de monter, et elle s'installa silencieusement sur le siège arrière. En l'observant dans le rétroviseur, je remarquai qu'elle n'avait pas prononcé un seul mot depuis qu'elle était montée. Un frisson parcourut mon échine, mais je continuai de conduire, essayant de me convaincre que tout cela n'était que le fruit d'une imagination trop active. Quelques kilomètres plus loin, la route devenait de plus en plus sinueuse et la brume semblait s'épaissir. Le silence dans la voiture était presque palpable, comme une pression invisible qui pesait sur mes épaules. Soudain, un bruit étrange, comme un souffle léger, me fit sursauter. Je jetai un coup d'œil dans le rétroviseur, mais la jeune femme avait disparu. Le siège arrière était vide. Mon cœur se mit à battre la chamade. Je tentai de rationaliser la situation, me disant qu'elle avait peut-être décidé de descendre sans que je ne m'en aperçoive. En arrivant à la première station-service, j'arrêtai la voiture et descendis pour me calmer un peu. Mais l'angoisse persistait. Je décidai de me rendre à la gendarmerie la plus proche pour signaler ce qui venait de se passer, espérant que cela m'aiderait à mettre un nom sur cette étrange rencontre. En arrivant, je racontai mon histoire aux agents, leur expliquant comment cette femme avait disparu sans un mot. Leurs regards se croisèrent et je sentis un frisson parcourir leur échine. L'un des agents, un homme au visage grave, me demanda de répéter l'heure et le lieu où je l'avais prise en charge. Lorsque je le fis, il se pencha en arrière, profondément troublé. Il me parla alors d'une histoire qui fit tomber la sueur sur mon front. Il y avait des années, une femme, exactement comme celle que j'avais vue, avait été victime d'un accident sur cette même route. Elle avait été retrouvée morte, les mains crispées autour d'un téléphone portable, comme si elle avait tenté désespérément de demander de l'aide. On disait qu'elle hantait cette route, apparaissant aux automobilistes perdus, cherchant désespérément à retourner chez elle. Sa quête éternelle de secours était devenue une légende locale, un avertissement pour ceux qui circulaient sur cette route maudite. J'écoutais, paralysé par l'horreur croissante de chaque mot. Cette femme que j'avais vue n'était pas seulement un autostoppeur. Elle était un fantôme, condamné à errer pour toujours, cherchant à accomplir une tâche qu'elle n'avait jamais pu achever. J'y quittai la gendarmerie en tremblant, le poids de cette histoire pesant lourdement sur moi. La route qui m'avait semblé si innocente plus tôt était maintenant marquée par une présence que je ne pouvais ignorer. Chaque nuit, en repensant à cette rencontre, je ressens encore le frisson de son souffle et la lourdeur de son silence. Je comprends maintenant que dans le monde des vivants et des morts, il y a des frontières que nous ne devrions jamais franchir, et des mystères que nous ne devrions jamais tenter de résoudre. Histoire 3, le panneau qui revient. Nous étions 5, entassés dans cette vieille voiture, les yeux lourds de fatigue après des heures de route. La nuit était tombée depuis longtemps, et nous roulions sur cette route de campagne déserte, entourée de bois sombres et inquiétants. Le silence dans l'habitacle était seulement rompu par les chuchotements du vent à travers les arbres et le léger grésillement de la radio qui peinait à capter un signal. Nos conversations s'étaient éteintes, remplacées par une tension sourde qui commençait à nous envahir. Quelque chose n'allait pas tout à commencer quand nous avons vu ce panneau pour la première fois. Il était vieux, usé par le temps,
et portait le nom d'un village dont je n'avais jamais entendu parler, Valperdu. Une flèche indiquait de tourner à droite, vers une route secondaire qui semblait s'enfoncer dans l'obscurité la plus totale. Nous avons ignoré le panneau et continué tout droit, suivant les indications du GPS. Mais quelques kilomètres plus loin, à notre grande surprise, ce même panneau est réapparu. Identique en tout point, avec cette même flèche pointant vers une route obscure. C'était impossible. Nous n'avions pas tourné, comment pouvions-nous le revoir? J'ai échangé un regard inquiet avec mes amis. Nous avons décidé de continuer notre route, cette fois en vérifiant attentivement les indications du GPS. Pourtant, quelques minutes plus tard, le panneau était de nouveau là. Toujours le même, toujours cette flèche vers Valperdu. Le malaise grandissait. Nous ne savions plus quoi penser. Étions-nous piégés dans une sorte de boucle? Le GPS, quant à lui, ne semblait pas se soucier de ce mystère. Il continuait à nous indiquer de continuer tout droit, ignorant totalement ce panneau qui semblait revenir sans cesse, comme pour nous narguer. Et la fatigue et la peur commençaient à peser sur nos nerfs. L'atmosphère dans la voiture devenait lourde, oppressante. Chacun de nous jetait des regards nerveux par les fenêtres, comme si quelque chose d'inhumain pouvait surgir des ténèbres à tout moment. Soudain, la voiture ralentit d'elle-même. Un autre panneau, identique au précédent, se dressait devant nous, mais cette fois, il semblait différent. Les lettres étaient tordues, comme si quelqu'un avait essayé de les gratter, et la flèche pointait maintenant droit devant nous, sur la route que nous avions prise. Sans réfléchir, j'ai freiné brusquement. Un silence de mort s'installa dans l'habitacle. C'est alors que nous avons commencé à entendre des bruits. Des chuchotements indistincts, à peine audibles, venant de toutes parts, comme si la forêt elle-même murmurait. Des ombres bougeaient entre les arbres, rapides, furtives. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, semblait nous observer. Nous avons échangé des regards paniqués, le cœur battant à tout rompre. La peur nous paralysait, nous clouait sur place. Sans dire un mot, nous avons décidé de faire demi-tour. La route que nous avions empruntée semblait maintenant différente, plus étroite, plus oppressante. Le GPS affichait toujours une direction incohérente, comme s'il avait perdu la notion de notre position. Et puis, ce panneau, il apparaissait à chaque virage, à chaque intersection, toujours là, nous ramenant invariablement au même endroit. Valperdu, ce nom résonnait dans ma tête comme une malédiction. Le temps semblait s'étirer, chaque minute devenait une éternité. Nous avions l'impression d'être pris au piège dans une boucle sans fin, où l'espace et le temps n'avaient plus de sens. Et ces chuchotements, ils se rapprochaient. Ils devenaient plus clairs, plus distincts. Ce n'étaient plus seulement des murmures. C'étaient des voix graves, inhumaines, qui semblaient se moquer de nous, nous appeler. Et la panique nous a submergés. J'ai appuyé sur l'accélérateur, ignorant les cris de mes amis. Je devais sortir de là, à tout prix. Mais la route semblait se dérober sous les roues de la voiture, comme si elle se repliait sur elle-même, nous ramenant toujours au point de départ. Et ce panneau, encore et encore, il réapparaissait, avec ce nom maudit qui semblait se graver dans mon esprit. Les ombres autour de nous devenaient plus tangibles, plus menaçantes. Elles dansaient à la lueur de nos phares, se rapprochant de la voiture. J'entendais le souffle de mes amis, rapide et saccadé, tandis que les voix s'intensifiaient, résonnant dans l'habitacle. Nous n'étions plus seuls. Puis, soudainement, la voiture s'arrêta net. Les phares s'éteignirent, nous plongeant dans une obscurité totale. Le silence qui suivit fut pire que tout. Un silence lourd, pesant, dans lequel les voix avaient disparu. Nous étions seuls, piégés dans cette nuit éternelle. J'ai senti une présence derrière moi, quelque chose de froid, de malveillant. Je n'osais pas me retourner. Mes mains tremblaient sur le volant. Mes amis, eux aussi, semblaient figés, comme pétrifiés par la peur. Puis, lentement, très lentement, une ombre se glissa à côté de moi. Je sentis son souffle glacé sur ma nuque, son murmure à mon oreille. « Vous ne partirez jamais d'ici ?» C'est alors que tout devint noir. Quand j'ai repris conscience, je me trouvais seul, assis dans la voiture arrêtée au milieu de la route. Mes amis avaient disparu, tout comme les ombres et les voix. Le panneau, lui aussi, avait disparu. Mais je savais que ce n'était pas fini. Quelque chose m'avait suivi,
et ce n'était qu'une question de temps avant que je ne sois de nouveau confronté à cette route, à ce panneau, et à ce destin inéluctable. Nous étions entrés dans un autre monde cette nuit-là, et je savais que je ne pourrais jamais vraiment en sortir. J'ai démarré la voiture, mes mains tremblant encore. La route devant moi semblait à nouveau normale, mais je savais que cette normalité était une illusion. Quelque part, dans l'ombre, cette force inhumaine continuait de m'observer, attendant le moment où elle frapperait à nouveau. Le panneau qui revient, ce nom maudit, resterait gravé dans ma mémoire à jamais. Histoire 4, le tunnel sans fin. C'était une nuit sans lune, une de ces nuits où le ciel est si noir qu'il semble absorber toute lumière. Je revenais d'un voyage d'affaires, fatigué mais impatient de rentrer chez moi. La route que j'empruntais était déserte, une longue bande d'asphalte qui serpentait à travers la campagne, entourée de forêts sombres et silencieuses. Lorsque je suis arrivé au tunnel, je me suis d'abord senti soulagé. Ce tunnel était le dernier obstacle avant d'arriver chez moi. Pourtant, dès que j'y suis entré, quelque chose a changé. Le vent, auparavant léger, semblait s'arrêter brutalement. L'air dans la voiture est devenu plus lourd, presque suffocant. Les murs du tunnel, éclairés par mes phares, semblaient se refermer sur moi, étouffant toute lueur d'espoir. Les minutes passaient, et à ma grande surprise, je ne voyais toujours pas la fin du tunnel. Il n'était pas particulièrement long, quelques kilomètres tout au plus, mais cela faisait déjà une dizaine de minutes que je conduisais, sans aucun signe de sortie. Mon GPS ne semblait pas réagir, l'écran restait figé, incapable de me situer. Le malaise s'installa lentement en moi. Le tunnel me semblait désormais anormalement long, comme si chaque mètre parcouru s'étirait à l'infini. Puis, je les ai vus. Des ombres furtives sur les murs, glissant dans la pénombre. Elles bougeaient lentement, presque imperceptiblement, mais leur présence était indéniable. Je serrai le volant, le cœur battant la chamade, incapable de détourner les yeux de ces silhouettes inquiétantes. Les ombres se rapprochaient, se tordant et se déformant comme si elles n'appartenaient pas à ce monde. À chaque instant, j'attendais de voir l'une d'elles se matérialiser devant moi, bloquant ma route. Mais elles restaient sur les côtés, se contentant de me suivre, comme des prédateurs jouant avec leur proie. Puis, les sons commencèrent. D'abord faibles, comme des chuchotements lointains, mais rapidement, ils devinrent plus forts, plus clairs. Des cris étouffés, des pleurs désespérés résonnaient contre les parois du tunnel, se répercutant dans un écho sans fin. Je voulais m'arrêter, faire demi-tour, mais l'idée de faire marche arrière dans ce tunnel maudit me terrifiait encore plus. Alors, j'ai continué à avancer, espérant que la sortie finirait par apparaître. Mais le temps s'étirait, les secondes devenaient des minutes, les minutes des heures. Et toujours, cette obscurité oppressante, ces ombres et ces cris. L'air se faisait de plus en plus lourd, irrespirable. J'avais l'impression que le tunnel était en train de me dévorer, de m'aspirer dans un gouffre sans fin. Ma vision commençait à se brouiller, les lumières du tableau de bord vacillaient. Et je sentais une panique irrationnelle monter en moi. C'est alors que je l'ai vue, cette lumière au bout du tunnel. D'abord, un faible éclat, presque invisible dans cette obscurité, mais qui, peu à peu, devint plus intense. Un espoir s'éveilla en moi, une lueur d'espoir que tout cela allait bientôt se terminer. J'ai accéléré, les mains crispées sur le volant, fixant cette lumière qui grandissait à mesure que je m'en approchais. Mais à chaque mètre parcouru, quelque chose clochait. La lumière, au lieu de devenir plus vive et plus accueillante, prenait une teinte étrange, presque surnaturelle. Elle pulsait, comme un cœur battant à un rythme irrégulier, lançant des éclats de lumière qui n'avaient rien de naturel. Pourtant, je ne pouvais plus m'arrêter, pris entre cette horreur qui me suivait et cette lumière qui m'attirait inexorablement. Quand j'ai enfin atteint cette lumière, je réalisai trop tard l'erreur que j'avais faite. Ce n'était pas une sortie, pas un échappatoire. Ce que j'avais pris pour la fin du tunnel n'était qu'une ouverture vers quelque chose de bien pire. La lumière m'enveloppa, m'aveuglant complètement, et pendant un moment, je me suis senti flotter, comme suspendu dans un vide infini. Puis, tout bascula. La lumière disparut, et je me retrouvai plongé dans une obscurité totale, bien plus dense que celle du tunnel. Pas une étoile, pas une lueur d'espoir. Seulement des ténèbres et ce silence écrasant, où même mes propres pensées semblaient se dissoudre. Je criai,
mais aucun son ne sortit de ma bouche. J'étais seul, perdu dans cet abîme sans fin. Les ombres, elles, étaient là. Je ne pouvais pas les voir, mais je sentais leur présence tout autour de moi, se rapprochant lentement. Leurs murmures reprirent, plus proches, plus oppressants. Je sentais leur souffle sur ma nuque, leurs doigts glacés frôler ma peau. Et puis, il y eut ce rire. Un rire profond, guttural, qui résonnait à travers l'obscurité. Il venait de partout et de nulle part, se moquant de moi, de ma peur, de mon désespoir. Ce rire se transforma en un cri inhumain qui me transperça de part en part. Je n'ai jamais su comment je me suis retrouvé dehors. La voiture était arrêtée en plein milieu de la route, le moteur éteint. Il faisait jour, un soleil pâle illuminant faiblement le paysage autour de moi. Mais je savais que quelque chose en moi avait changé. Le tunnel n'était plus là, du moins, je ne pouvais plus le voir. Mais je savais que cette route ne serait plus jamais normale pour moi. Chaque fois que je prendrais le volant, chaque fois que je traverserai un tunnel, je sentirai ces ombres, j'entendrai ces cris, et je saurai qu'un jour, elles reviendront pour moi. Le tunnel sans fin n'était pas un lieu, mais une malédiction, une condamnation à errer entre deux mondes, où chaque pas me rapproche un peu plus de la folie. Histoire 5, la maison abandonnée. Nous étions perdus, complètement perdus. La nuit était tombée plus tôt que prévu, et la campagne environnante, dense et oppressante, ne faisait qu'accentuer notre sentiment de malaise. Chaque virage que nous prenions nous éloignait un peu plus de toute civilisation. Notre seule option était de continuer à rouler, espérant tomber sur une route principale, ou au moins, sur un village. Après ce qui semblait être des heures de route, les phares de la voiture illuminèrent une vieille bâtisse au milieu de nulle part. C'était une maison, apparemment abandonnée, dont les murs en bois étaient couverts de lierre et de moisissures. Les fenêtres, certaines brisées, pendaient misérablement, et la porte, à moitié défoncée, grinçait doucement sous la brise nocturne. Mon instinct me criait de continuer, mais la fatigue et le désespoir nous ont poussés à prendre le risque. Nous avons arrêté la voiture devant la maison, et après une brève hésitation, nous sommes sortis. Le silence autour de nous était assourdissant, seulement perturbé par le crissement de nos pas sur le gravier humide. La lumière de notre lampe torche éclairait à peine les ombres dansantes qui entouraient la maison. Mon cœur battait de plus en plus fort à chaque pas que nous faisions vers cette demeure inquiétante. Une fois à l'intérieur, nous avons été frappés par l'odeur de pourriture et de bois humides. Le sol craquait sous nos pieds, comme si la maison entière menaçait de s'effondrer à tout instant. Les murs étaient ornés de vieux papiers peints déchirés, recouverts de poussière et de toiles d'araignée. Nous avancions prudemment, cherchant une pièce où nous pourrions nous reposer jusqu'au matin. Soudain, un bruit de pas retentit à l'étage. Nous nous sommes figés. Le son était distinct, régulier, comme si quelqu'un marchait lentement, délibérément, juste au-dessus de nos têtes. Nous nous sommes regardés, incertains de ce que nous devions faire. Était-ce simplement la vieille maison qui travaillait sous la pression du temps et du vent, ou y avait-il réellement quelqu'un à l'intérieur? Puis, sans prévenir, un rire d'enfant résonna, glacé et résonnant dans l'air froid. C'était un son à la fois innocent et terriblement déplacé dans cet endroit lugubre. Mon sang s'est glacé. Nous n'étions pas seuls, et ce qui était là-haut ne semblait pas avoir l'intention de nous laisser tranquilles. Nous avons décidé de monter, même si chaque fibre de mon être me hurlait de fuir. Les escaliers craquaient sous notre poids, mais le rire, lui, avait cessé. Au fur et à mesure que nous avancions, la tension devenait presque palpable. La lampe torche projetait des ombres grotesques sur les murs délabrés, créant des formes indistinctes qui semblaient se mouvoir à la périphérie de notre vision. À du sommet des escaliers, nous avons découvert un couloir qui menait à plusieurs pièces. La première porte que nous avons ouverte donnait sur une chambre abandonnée. Le lit était fait, mais les draps étaient jaunis par le temps, et une vieille poupée gisait sur l'oreiller, son regard vide fixant le plafond. Je me suis senti observé, comme si cette maison elle-même avait des yeux. Nous avons continué à explorer, ouvrant chaque porte avec appréhension. Dans une autre pièce, nous avons trouvé des photos accrochées au mur, des images en noir et blanc de familles souriantes, figées dans un bonheur ancien et oublié. Mais en les regardant de plus près, j'ai remarqué que les visages étaient flous, comme si le temps avait effacé toute trace de leur identité.
Mon cœur s'est serré en réalisant que ces personnes avaient peut-être disparu de ce monde depuis longtemps. C'est alors que tout a basculé. La maison, qui jusque-là semblait morte, a soudain pris vie. Les bruits de pas sont devenus plus forts, plus frénétiques, résonnant dans toute la bâtisse. Des chuchotements s'élevaient des murs, des mots incompréhensibles, prononcés dans une langue que je ne pouvais identifier. Le sol tremblait légèrement sous nos pieds, et j'ai senti une présence derrière moi. Je me suis retourné brusquement, mais il n'y avait rien. Seulement l'obscurité, dense et étouffante. Mais je savais qu'il y avait quelque chose qui nous observait, qui se délectait de notre peur. Mon partenaire me serra la main, ses doigts glacés et tremblants. Nous devions sortir, et vite. Nous avons descendu les escaliers en courant, notre lampe torche vacillant, jetant des éclairs de lumière dans cette obscurité oppressante. Le rire d'enfant avait repris, mais cette fois, il était accompagné d'autres sons, des grincements, des cris étouffés, des pleurs. C'était comme si la maison entière se réveillait, habitée par des âmes tourmentées. Quand nous avons atteint la porte d'entrée, elle était fermée. Pourtant, nous l'avions laissée ouverte en entrant. Nous avons tiré de toutes nos forces, mais elle refusait de bouger. Derrière nous, les bruits se rapprochaient, comme une vague de terreur qui déferlait sur nous. Des ombres commençaient à se matérialiser dans l'obscurité, des silhouettes indistinctes, mais terriblement réelles. Dans un ultime élan de désespoir, nous avons donné un coup de pied dans la porte. Elle s'est ouverte brusquement, nous projetant à l'extérieur. Nous avons couru jusqu'à la voiture sans nous retourner, sentant la présence maléfique nous poursuivre jusqu'à ce que nous franchissions le portail rouillé qui bordait la propriété. Nous sommes montés dans la voiture, le cœur battant, et avons démarré en trombe. Le bruit du moteur nous a semblé être la seule chose réelle dans cette nuit d'horreur. Alors que nous nous éloignions de la maison, j'ai jeté un dernier coup d'œil dans le rétroviseur. La maison était là, immobile, mais j'ai cru voir, à l'une des fenêtres du premier étage, une silhouette nous observer. Un enfant peut-être, dont le sourire était à la fois innocent et terriblement inquiétant. Nous n'avons jamais parlé de ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais chaque fois que je roule seul, dans la campagne, et que la nuit tombe, je ne peux m'empêcher de penser à cette maison. À ce qu'elle renferme encore, à ses ombres, à ces rires qui résonnent dans l'obscurité. Et je sais, au fond de moi, que cette maison n'est jamais vraiment vide. Histoire 6, le camionneur muet. C'était une de ces nuits où la fatigue pèse lourdement sur les épaules, et où chaque kilomètre semble s'étirer à l'infini. Je conduisais mon camion depuis des heures, les yeux rivés sur l'asphalte qui défilait sous mes roues. La solitude de la route, le vrombissement constant du moteur, tout cela finissait par m'abrutir. J'avais besoin de m'arrêter, de prendre une pause, ne serait-ce que pour quelques minutes. J'y repérais enfin une aire de repos déserte, à peine éclairée par un lampadaire vacillant. En temps normal, j'aurais cherché un endroit plus animé, mais ce soir-là, je n'avais pas le luxe de choisir. Je garai mon camion et coupai le moteur, laissant un silence pesant s'installer. Je descendis, allumai une cigarette, et me dirigeai vers la machine à café, espérant que le liquide noir et amer m'aiderait à rester éveillé. Alors que je m'approchais, un autre camion entra sur l'aire et se gara à quelques mètres du mien. Le véhicule était vieux, presque antique, avec une carrosserie rouillée qui craquait sous le poids des années. Le conducteur en sortit lentement, ses mouvements lourds et mal assurés, comme s'il portait un fardeau invisible. Je lui fit un signe de la tête en guise de salut. Il répondit par un simple hochement, sans prononcer un mot. Il me semblait étrange, avec son regard fixe et ses traits tirés, mais après tout, nous sommes nombreux sur les routes à traîner nos démons. Je ne m'en formalisai pas. Je pris mon café et m'adossai à la cabine de mon camion, scrutant l'obscurité environnante. L'autre camionneur restait debout, immobile, fixant un point invisible devant lui. Le silence entre nous devenait de plus en plus oppressant. Je tentai d'engager la conversation, une simple question sur sa destination, mais il ne répondit pas. Ses yeux semblaient vides, comme s'il ne me voyait pas vraiment. Après un moment, il se remit en mouvement, retournant vers son camion. J'avais un mauvais pressentiment, une sensation de malaise que je ne parvenais pas à chasser. Pourquoi cet homme ne parlait-il pas? Était-il simplement fatigué, ou y avait-il autre chose, quelque chose de plus sombre, de plus inquiétant? Curieux et quelque peu inquiet,
je m'approchai discrètement de son camion. En jetant un coup d'œil à travers la fenêtre, je vis l'intérieur du véhicule. Il était en désordre, des papiers jonchaient le sol, et une vieille photo était accrochée au tableau de bord. La photo était jaunie par le temps, mais on pouvait encore distinguer les visages d'une famille, souriant comme si le monde leur appartenait. C'est alors que je remarquai quelque chose qui me glaça le sang. Le conducteur de la photo, bien qu'un peu plus jeune, était le même homme que celui qui venait de s'enfermer dans la cabine à côté. Mais ce n'était pas cela qui était le plus terrifiant. Non, ce qui m'a réellement fait frémir, c'est la date griffonnée au dos de la photo. 1978.je reculé, le cœur battant. Cela ne pouvait pas être possible. Cet homme, tel qu'il apparaissait sur la photo, n'avait pas vieilli d'un jour. C'était comme s'il était resté figé dans le temps, prisonnier d'une existence qui ne lui appartenait plus. Je retournai précipitamment à mon camion, tentant de rationaliser ce que je venais de voir. Peut-être que l'homme sur la photo était son père, ou un parent proche. Oui, c'était la seule explication logique. Pourtant, quelque chose en moi continuait de crier au danger, m'ordonnant de quitter cet endroit au plus vite. Je montai dans ma cabine et démarrai le moteur, prêt à reprendre la route. Mais alors que je m'apprêtais à partir, je vis l'autre camion démarrer aussi. Il me suivait, ses phares troublant l'obscurité comme des yeux spectrales. La route devant moi semblait se rétrécir, m'étouffant avec chaque kilomètre que je parcourais. Le poids de l'angoisse grandissait dans ma poitrine, me compressant les poumons. Nous roulions ainsi pendant ce qui me sembla être des heures. Aucun autre véhicule en vue, seulement ce camion derrière moi, ses phares fixés sur mon rétroviseur comme une menace constante. Le conducteur n'avait pas fait un seul geste, il restait là, silencieux, implacable. Puis, à un moment donné, les phares disparurent. Le camion, l'homme, tout avait disparu comme s'il n'avait jamais existé. Le soulagement que je ressentis fut immédiatement remplacé par une terreur sourde. Je savais que ce n'était pas la fin. Cet homme, ou ce qu'il en restait, n'était pas parti pour de bon. Je me suis arrêté à la prochaine station-service, l'esprit tourmenté par ce que je venais de vivre. J'entrai dans le bâtiment, cherchant désespérément à me rassurer, à trouver une explication rationnelle à tout cela. Mais quand j'évoquai l'autre camionneur à l'employé de la station, son visage se ferma. Et elle me raconta alors une histoire que je ne pouvais pas croire. Une légende locale, disait-il. Un camionneur solitaire, mort dans un accident de la route des décennies plus tôt, entrait cette portion de route, condamné à errer éternellement, incapable de quitter ce monde. Il apparaissait parfois aux autres routiers, les suivant dans la nuit, les observant sans jamais dire un mot. Je voulais rire, rejeter cela comme une simple histoire pour effrayer les nouveaux venus. Mais au fond de moi, je savais que c'était vrai. Cet homme, ce spectre, m'avait suivi, m'avait observé, et son silence était plus terrifiant que n'importe quel CRI. Je n'ai jamais repris cette route depuis cette nuit-là. Mais parfois, quand je suis seul sur une autre route, dans le silence de la nuit, je crois voir au loin des phares qui me suivent, implacables. Et à chaque fois, une peur glaciale m'envahit, comme si ce camionneur muet cherchait encore à me retrouver, à me ramener avec lui dans cette nuit sans fin. Histoire 7, la femme en rouge. Je ne sais pas exactement quand j'ai commencé à la voir, mais la première fois, c'était comme un éclat de couleur dans la nuit. Il faisait déjà sombre, et je traversais cette longue autoroute déserte, entourée par la forêt épaisse qui l'enserrait comme une étreinte étouffante. Les rares véhicules que je croisais se faisaient de plus en plus espacés, et le sentiment de solitude s'installait profondément en moi. C'est là que je l'ai vue pour la première fois. Une femme, seule sur le bord de la route, vêtue d'une robe rouge vive qui tranchait violemment avec l'obscurité environnante. Son apparition m'a d'abord semblé irréelle, comme une illusion. Elle ne faisait rien, ne bougeait pas, se contentant de me regarder passer, les cheveux noirs tombant en cascade sur ses épaules. Il y avait quelque chose d'étrange dans son regard, une intensité qui m'a glacé le sang, mais j'ai continué ma route, pensant qu'elle n'était qu'une silhouette égarée dans la nuit. Ce n'était qu'un peu plus tard, après quelques kilomètres supplémentaires, que je l'ai revue. Cette fois-ci, elle était plus proche de la chaussée, presque à portée de main. Ses yeux me fixaient avec une insistance qui me fit accélérer instinctivement. Un frisson me parcourut l'échine. Comment avait-elle pu arriver ici avant moi ?
Cette portion de l'autoroute était linéaire, sans aucune intersection qui aurait permis de raccourcir. Mon cœur battait la chamade lorsque je passais à sa hauteur. Je m'efforçais de ne pas regarder, de ne pas prêter attention à cette apparition qui me semblait désormais bien plus menaçante qu'auparavant. Pourtant, au dernier moment, mes yeux se portèrent sur elle et je remarquai quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. Sa robe était maculée de taches sombres, de ce qui semblait être du sang. Et la panique commençait à s'insinuer en moi, et je fixais la route avec une intensité nouvelle, espérant que cette étrange vision disparaîtrait si je continuais à rouler. Je ne pouvais m'empêcher de penser à toutes les légendes et histoires de fantômes que j'avais entendues. Des récits de voyageurs solitaires, perdus dans la nuit, croisant des esprits vengeurs sur des routes oubliées. Je n'osais y croire. Pourtant, quelque chose de profond en moi savait qu'il ne s'agissait pas d'une simple coïncidence. La femme en rouge me poursuivait, d'une manière ou d'une autre, et je n'avais aucune idée de pourquoi. C'est lors de la 3e rencontre que tout s'est vraiment dégradé. Elle était presque sur la route cette fois, au point que j'ai dû faire un écart pour l'éviter. Le bruit de ma voiture glissant sur l'asphalte résonnait encore dans mes oreilles lorsque j'entendis le moteur tout sauter puis s'éteindre brutalement. J'appuyai frénétiquement sur l'accélérateur, mais rien n'y faisait. La voiture était morte, refusant de démarrer à nouveau, me laissant seul sur cette autoroute déserte avec la terreur grandissante d'être pris au piège. Je regardais autour de moi, espérant voir des phares dans le lointain, mais il n'y avait rien, juste l'obscurité oppressante et le silence terrifiant de la nuit. Je me retournai, et là, à quelques mètres de moi, elle se tenait, immobile. Plus proche que jamais. Cette fois, je pouvais voir son visage. Il était pâle, presque translucide sous la lumière froide de la lune. Ses yeux étaient vides, remplis d'une tristesse infinie, mais aussi d'une colère sourde qui me figea sur place. Je voulais courir, m'échapper, mais mes jambes refusaient de bouger. Elle avançait lentement vers moi, et chaque pas qu'elle faisait me rapprochait un peu plus de la panique totale. Elle s'arrêta juste devant moi, et je remarquai que ses lèvres bougeaient, comme si elle essayait de parler. Aucun son ne sortait, mais ses yeux parlaient pour elle. Ils étaient remplis d'une accusation muette, une demande désespérée de quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Puis, dans un murmure à peine audible, elle prononça enfin des mots qui me glacèrent le sang. « Pourquoi m'as-tu laissé mourir ?» Je ne comprenais pas. Que voulait-elle dire? Je n'avais jamais vu cette femme auparavant, jamais entendu parler d'elle. Pourtant, au fond de moi, quelque chose résonnait, une culpabilité enfouie que je ne pouvais expliquer. C'était comme si j'étais soudainement lié à elle, à sa douleur, à sa mort. Et puis, tout devint clair. Les souvenirs me revinrent par vagues, des images de mon passé que j'avais voulu oublier. Un accident, des années auparavant, sur cette même autoroute. Une voiture renversée, des cris de douleur, et moi, continuant ma route sans me retourner. J'avais vu cette femme, ou quelqu'un qui lui ressemblait, blessé sur le bord de la route, et j'étais parti, trop effrayé pour m'arrêter, trop égoïste pour aider. Et la réalité de ce que j'avais fait m'écrasa, et je tombai à genoux devant elle, incapable de parler. Elle me regarda, ses yeux se remplissant de larmes. Puis, sans un mot de plus, elle disparut, me laissant seul dans cette nuit glaciale. J'y restai là pendant ce qui me sembla être une éternité, paralysé par le remords et la peur. Quand je retrouvai enfin le courage de me lever, ma voiture redémarra comme si de rien n'était, et je quittai cet endroit maudit, portant en moi le poids de mon acte impardonnable. Depuis cette nuit, je roule toujours avec cette vision en tête. La femme en rouge, sa robe tachée de sang, ses yeux remplis de douleur et de colère. Et chaque fois que je prends cette route, je prie pour ne jamais la revoir, même si je sais, au fond de moi, que je ne pourrai jamais échapper à son souvenir, ni à la punition qu'elle me réserve pour l'éternité. Histoire 8, le chant des sirènes. Je me souviens parfaitement de cette nuit, une nuit où la mer semblait murmurer des secrets oubliés, où le vent portait des promesses de l'inconnu. La route côtière serpentait entre les falaises abruptes et les vagues tumultueuses qui se brisaient avec fracas contre les rochers en contrebas. C'était une de ces nuits où la lune, haute dans le ciel, éclairait le monde d'une lueur froide et argentée, et où l'on pouvait se sentir incroyablement seul, même au milieu de la nature la plus sauvage. J'y conduisais depuis des heures, essayant de trouver un refuge où passer la nuit. La fatigue me gagnait, mais l'adrénaline d'être seul sur cette route dangereuse me tenait éveillé. Soudain,
Je les ai entendus pour la première fois. De douces voix mélodieuses, à peine perceptibles, qui semblaient flotter dans l'air comme un écho lointain. Elles m'appelaient, prononçant mon nom avec une tendresse envoûtante. Au début, je pensais que la fatigue me jouait des tours, que ces voix n'étaient que le fruit de mon imagination. Mais à mesure que je progressais, les voix devenaient plus claires, plus insistantes. Il y avait quelque chose d'irrésistible dans ces chants. Une part de moi savait que je devais continuer à rouler, ignorer ces appels mystérieux. Pourtant, une force invisible me poussait à m'arrêter, à écouter plus attentivement. Contre toute logique, je coupai le moteur et descendis de la voiture, attiré par le chant envoûtant. Les voix semblaient provenir des falaises, de l'endroit où la terre rencontre brutalement la mer. Je me dirigeai vers le bord, fasciné par la mélodie qui emplissait l'air. Plus je m'approchais, plus la chanson devenait belle, mais aussi triste, pleine d'une mélancolie déchirante. C'était comme si ces voix, aussi magnifiques soient-elles, pleuraient une perte immense, un chagrin qu'elles voulaient partager avec moi. M'arrêtai à quelques mètres du bord, le souffle court, le cœur battant. En contrebas, l'océan s'étendait à perte de vue, sombre et impénétrable, éclairé seulement par la lumière de la lune. C'est alors que je les vis, ces créatures sortant lentement des flots, leurs formes se dessinant dans l'écume argentée. Elles n'étaient pas humaines, bien que leur silhouette puisse le laisser croire à première vue. Leur visage, encadré par des cheveux longs et ondulés, était d'une beauté surnaturelle, mais il y avait quelque chose de terriblement inquiétant dans leurs yeux. Ils étaient vides, comme s'ils ne reflétaient que l'immensité froide de l'océan. Leur corps, partiellement immergé, semblait se fondre avec l'eau, se mouvant avec une grâce hypnotique. Le chant des sirènes devint alors plus fort, résonnant dans chaque fibre de mon être. C'était un appel auquel je ne pouvais plus résister. Une partie de moi savait que je devais fuir, retourner à ma voiture, mais une autre, plus profonde, plus obscure, était prête à tout pour rejoindre ces créatures dans les abysses. Je fis un pas en avant, puis un autre, sans même m'en rendre compte. Le sol sous mes pieds était instable, et des cailloux se détachaient pour rouler dans l'océan en contrebas. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Le chant résonnait dans ma tête, brouillant mes pensées, éteignant toute rationalité. Ces créatures m'appelaient, et je devais les rejoindre, me fondre en elles, dans cette mer infinie. Alors que j'étais sur le point de plonger, une rafale de vent glacé me frappa en plein visage, me tirant de ma transe. J'avais un pied dans le vide, l'autre encore ancré à la terre ferme. Le chant des sirènes devint alors plus strident, presque colérique. Elles savaient que je luttais pour échapper à leur emprise. Je reculai précipitamment, trébuchant sur les pierres, manquant de perdre l'équilibre. Dans un ultime effort, je me retournai et courus vers ma voiture, mes jambes tremblantes sous l'effet de la peur. Derrière moi, les voix des sirènes se transformèrent en hurlements de rage, et j'entendis un bruit de vagues déchaînées s'écraser contre les falaises, comme si elles tentaient de m'engloutir. Je me jetai dans ma voiture, tournant la clé avec frénésie. Le moteur toussa avant de démarrer enfin, et je fis demi-tour, m'éloignant de cet endroit maudit aussi vite que possible. Les cris des sirènes s'évanouirent lentement, remplacés par le rugissement du moteur et le martèlement de mon cœur. Pourtant, même en quittant la côte, le souvenir de ces voix ne me quitta pas. Il continuait de résonner dans ma tête, comme un écho lointain que je ne pourrais jamais oublier. J'y roulais des heures, incapable de m'arrêter, craignant que si je m'arrêtais, le chant recommencerait, que les sirènes reviendraient pour finir ce qu'elle avait commencé. Ce n'est qu'au petit matin, lorsque la première lueur du jour perça l'horizon, que je me permis de ralentir, le souffle encore coupé par la terreur de cette nuit. Depuis, je ne peux plus entendre une mélodie sans ressentir un frisson de peur. Chaque chant, même le plus doux, réveille en moi ce souvenir cauchemardesque, et je me demande combien de voyageurs, comme moi, ont succombé à cet appel. Combien ont perdu leur âme au fond de l'océan, attirés par ces créatures qui ne sont ni humaines, ni bienveillantes. Mais une chose est sûre. Je ne prendrai plus jamais cette route côtière. Le chant des sirènes a laissé une empreinte indélébile dans mon esprit, et je sais que, quoi que je fasse, il restera avec moi, me hantant jusqu'à la fin de mes jours. Histoire 9, le pont maudit. Il y a des lieux dont on parle à voix basse, des endroits chargés d'une histoire si sombre que même les plus courageux évitent de s'y aventurer. Le pont de Montfaucon était l'un de ces endroits.
Perché au-dessus d'une gorge profonde, ce pont était connu pour les tragédies qui s'y étaient déroulées, les accidents mystérieux, et surtout, les disparitions inexpliquées. Les habitants du village voisin murmuraient qu'à chaque pleine lune, les âmes des morts revenaient hanter le pont, cherchant à entraîner les vivants dans l'abîme. Je n'étais pas un homme superstitieux. J'avais entendu ces histoires, bien sûr, mais je n'y prêtais guère attention. Ce ne sont que des contes pour effrayer les enfants, me disais-je. Pourtant, cette nuit-là, je me retrouvais à conduire vers le pont, seul, sous une pleine lune éclatante. J'étais en retard pour un rendez-vous important, et le pont était le seul chemin pour atteindre mon objectif. L'idée de faire un détour me traversa l'esprit, mais je la chassai rapidement. Je n'avais pas le temps de m'attarder sur des légendes stupides. En approchant du pont, un frisson me parcourut l'échine. Le paysage, baigné par la lumière lunaire, semblait figé dans une atmosphère irréelle. Le silence était si total que même le bruit de mes propres pensées me paraissait assourdissant. Je n'aimais pas cet endroit, mais je ne pouvais pas reculer maintenant. Le pont se dressait devant moi, une structure massive et sinistre, son bois noirci par les années et ses chaînes rouillées grinçant au moindre souffle de vent. Je pris une grande inspiration et accéléré, décidé à traverser rapidement. Dès que mes roues touchèrent les premières planches, un étrange sentiment d'oppression s'abattit sur moi. Il y avait quelque chose d'anormal dans l'air, une lourdeur que je ne parvenais pas à expliquer. Et puis, je les vis. Des silhouettes commençaient à se former dans la brume qui enveloppait le pont. Au début, je crus que c'était un simple jeu de lumière, une illusion provoquée par la lune et la vapeur s'élevant de la gorge en contrebas. Mais plus je m'enfonçais sur le pont, plus ces formes devenaient nettes. Elles étaient humaines, ou du moins en avaient l'apparence. Des hommes, des femmes, et même des enfants, tous vêtus de haillons, leur peau pâle comme la mort. Mon cœur battait la chamade, mais je continuais à avancer, refusant de céder à la panique. Ce n'était pas réel, cela ne pouvait pas l'être. Pourtant, les apparitions se rapprochaient, se matérialisant autour de moi comme si elles sortaient des ombres même du pont. Je pouvais maintenant voir leurs visages. Des visages tordus par la souffrance, les yeux vides, des bouches qui murmuraient des paroles que je ne pouvais comprendre. Une voix se fit soudain entendre, plus claire que les autres. Elle m'appelait par mon nom. Le sang se figea dans mes veines. Comment ces esprits, ces choses, pouvaient-elles savoir qui j'étais? La voix répétait mon nom, encore et encore, se rapprochant chaque fois un peu plus, jusqu'à ce que je puisse presque sentir son souffle glacé sur ma nuque. J'y regardai dans le rétroviseur, et ce que je vis me glaça d'effroi. Une femme se tenait sur la banquette arrière, ses cheveux noirs en désordre, sa peau d'une blancheur cadavérique. Ses yeux étaient fixés sur moi, sans cligner, son regard empreint d'une tristesse infinie. Elle ouvrit la bouche, et ce qui en sortit n'était pas une parole, mais un cri, un hurlement déchirant qui résonna dans toute la voiture. J'appuyai sur l'accélérateur, tentant de fuir cet enfer, mais le pont semblait s'étirer à l'infini devant moi, comme s'il ne voulait jamais me laisser partir. Les silhouettes fantomatiques continuaient de se rapprocher, leurs mains tendues vers moi, leurs murmures devenant de plus en plus pressants. Elles chantaient une sorte de litanie funèbre, une incantation morbide qui s'insinuait dans mon esprit, brouillant mes pensées. Je savais que si je les écoutais trop longtemps, je finirais par perdre la raison. Soudain, la voiture s'arrêta. Le moteur, jusque-là rugissant de toute sa puissance, s'était tu, me laissant dans un silence terrifiant. Je tentai de redémarrer, mais la clé tournait dans le vide. Paniqué, je regardais autour de moi, mais il n'y avait nulle part où fuir. Les esprits m'encerclaient, leurs visages se tordant en un rictus de satisfaction, comme s'ils savaient que ma fin était proche. Et la femme à l'arrière s'avança lentement, ses yeux toujours fixés sur moi. Sa main se posa sur mon épaule, et un froid glacial se répandit dans tout mon corps. « Viens avec nous » murmura-t-elle, sa voix étrangement douce. « Rejoins-nous dans la nuit éternelle. » Je sentais mes forces m'abandonner, comme si sa main absorbait toute chaleur, toute vie en moi. Mon esprit luttait pour rester lucide, mais je savais que j'étais en train de perdre. Dans un dernier élan de survie, j'ouvris la portière et me précipitai hors de la voiture, trébuchant sur les planches inégales du pont. Je courus, sans regarder en arrière, mon souffle court, mes poumons brûlants. Le pont semblait interminable, mais enfin,
je vis la sortie se dessiner devant moi. Rassemblant mes dernières forces, je plongeai vers la terre ferme, sentant les mains glacées des esprits effleurer mon dos. Lorsque je franchis finalement le seuil du pont, les voix cessèrent instantanément, comme si elles n'avaient jamais existé. Je me retournai, haletant, mais le pont était vide. Il n'y avait plus de brume, plus de silhouettes, juste le vieux bois craquant sous le vent nocturne. Tremblant, je réalisai que j'avais échappé de justesse à une mort certaine, ou pire, à une éternité de souffrance aux côtés de ces âmes perdues. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais osé approcher ce pont. Chaque pleine lune, je repense à ces voix, à ces murmures funèbres qui m'appelaient dans l'obscurité. Je sais maintenant que certaines légendes ne sont pas simplement des contes pour effrayer les enfants, mais des avertissements, des récits d'horreur bien réels. Je prie pour que jamais, au grand jamais, je ne sois obligé de traverser à nouveau le pont maudit de Montfaucon. Histoire 10, les lumières dansantes. Je me souviens parfaitement de cette nuit, comme si c'était hier. Nous étions en road trip, ma compagne et moi, parcourant les routes sinueuses du sud de la France. Le soleil venait à peine de se coucher, peignant le ciel de nuances orangées et pourpres. Nous avions quitté les autoroutes pour emprunter des chemins plus pittoresques, loin de l'agitation des grandes villes. La route se dessinait devant nous, déserte et paisible, jusqu'à ce que les premières étoiles commencent à scintiller dans le ciel. C'est à ce moment-là que je les ai vues pour la première fois. De petites lumières dans le ciel, dansantes, presque hypnotiques. Elles semblaient se déplacer en rythme, s'éloignant puis se rapprochant de nous, comme si elles jouaient à un jeu dont nous ignorions les règles. Au début, je n'y ai pas prêté attention, pensant qu'il s'agissait d'avions ou de drones. Mais plus nous avancions, plus ces lumières devenaient impossibles à ignorer. Elles nous suivaient, comme des ombres lumineuses. Et ma compagne, assise à mes côtés, avait également remarqué ces étranges lumières. Elle me lança un regard inquiet, mais nous avons continué notre route. Le GPS indiquait encore plusieurs kilomètres avant notre prochaine étape. Pourtant, le silence dans la voiture devenait de plus en plus pesant. Les lumières se rapprochaient, et leurs mouvements devenaient de plus en plus erratiques, comme si elles dansaient autour de nous, cherchant à nous envoûter. Nous avons commencé à ressentir une étrange pression dans l'air, une tension qui faisait battre nos cœurs plus fort. Les lumières, désormais plus proches que jamais, semblaient entourer notre voiture, se rapprochant à chaque tournant. Soudain, le moteur de la voiture a émis un râle sourd avant de caler brutalement, nous laissant plonger dans l'obscurité la plus totale. Seules les lumières dansantes restaient, illuminant la nuit de leur éclat surnaturel. Paniqués, nous avons tenté de redémarrer la voiture, en vain. Les lumières, désormais juste au-dessus de nous, se mirent à tournoyer à une vitesse vertigineuse. Elles formaient un cercle parfait, comme si elles cherchaient à nous emprisonner. C'était comme si le temps s'était arrêté. Le monde autour de nous semblait avoir disparu, laissant place à ce balai lumineux angoissant. Et ma compagne, terrorisée, me serrait le bras, ses yeux grands ouverts fixés sur les lumières. Je pouvais sentir la peur nous envahir, une peur viscérale, profonde. Puis, sans crier gare, tout changea. Les lumières s'intensifièrent, devenant aveuglantes, et nous fûmes subitement aspirés dans une spirale de lumière. La route, la voiture, tout ce qui nous entourait s'effaça pour laisser place à une réalité déformée. Nous étions suspendus dans un espace vide, un néant où le temps n'avait plus de sens. Les lumières dansantes étaient toujours là, mais elles avaient pris une nouvelle forme, une forme qui semblait plus humaine, plus menaçante. Des silhouettes se dessinaient dans la lumière, se rapprochant de nous, murmurant des paroles incompréhensibles. Leurs voix résonnaient dans nos esprits, nous plongeant dans une terreur absolue. J'essayais de bouger, de crier, mais mon corps ne répondait plus. Je pouvais seulement observer, impuissant, alors que ces créatures lumineuses s'approchaient, leurs yeux brillants d'une lueur malveillante. Leurs murmures se transformèrent en cris stridents, des cris qui semblaient vouloir déchirer notre âme. Nous étions piégés, pris au piège dans ce cauchemar dont nous ne pouvions échapper. Et puis, tout s'arrêta. Les lumières disparurent aussi soudainement qu'elles étaient apparues, nous laissant seuls, perdus dans cette dimension étrange. Le silence était écrasant, oppressant. Nous étions prisonniers d'un endroit où le temps n'existait plus, condamnés à errer sans fin dans cette réalité alternative, où la seule compagnie qui nous restait était celle des lumières dansantes,
prête à réapparaître pour nous hanter à nouveau. Depuis ce jour, je suis incapable de regarder le ciel nocturne sans ressentir cette même peur, cette même terreur qui m'envahit. Les lumières dansantes me poursuivent dans mes rêves, et je sais qu'elles reviendront un jour, pour me rappeler que je ne pourrai jamais vraiment leur échapper. Histoire 11, l'appel du vide. C'était censé être un simple détour, une petite pause pour admirer le paysage avant de reprendre la route. La falaise se dressait majestueusement devant moi, surplombant un océan qui s'étendait à perte de vue. L'air était frais, chargé de l'odeur saline de la mer, et le bruit des vagues s'écrasant contre les rochers en contrebas avait quelque chose de calmant. Pourtant, dès l'instant où je me suis approché du bord, une étrange sensation s'est emparée de moi, comme si quelque chose d'invisible me retenait, m'empêchant de reculer. Je me tenais là, les pieds à quelques centimètres du précipice, les yeux rivés sur l'horizon, lorsque je l'ai ressenti pour la première fois. Ce n'était pas une simple envie, ni même une impulsion. C'était une force, un appel irrésistible qui montait des profondeurs du vide, m'invitant à me laisser tomber, à me fondre dans l'infini. Les battements de mon cœur se firent plus rapides, et j'eus l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Les murmures ont commencé peu après. Des voix indistinctes, susurrant à mon oreille, trop faibles pour que je puisse en saisir les mots, mais assez fortes pour m'ébranler. Elles venaient de partout et de nulle part à la fois, portées par le vent, se mêlant aux cris des mouettes et au rugissement des vagues. Je tentais de les ignorer, de me concentrer sur autre chose, mais elles étaient là, toujours présentes, insidieuses. Je reculai d'un pas, puis de deux, mais chaque fibre de mon être semblait vouloir se jeter en avant, se précipiter vers l'abîme. Mon esprit luttait contre cette attraction, cherchant à comprendre d'où elle venait, pourquoi elle était si puissante. Et puis, soudainement, les murmures se firent plus clairs. « Viens, saute, rejoins-nous » Les voix semblaient se superposer, chacune portant une promesse d'oubli, de paix éternelle. Je secouai la tête, essayant de me débarrasser de ces pensées, mais plus je résistais, plus elles devenaient insistantes. Des images défilèrent devant mes yeux. Des silhouettes floues, se jetant dans le vide, disparaissant dans les ténèbres en contrebas. Je pouvais presque sentir leur désespoir, leur abandon, comme si leurs âmes cherchaient encore à m'entraîner. À quel point mon corps entier frissonnait, non pas à cause du froid, mais à cause de cette terreur viscérale qui montait en moi. J'avais entendu parler de cet endroit, de ce point précis de la falaise que les habitants évitaient. On racontait que ceux qui s'y arrêtaient trop longtemps finissaient par entendre l'appel du vide, une voix irrésistible qui les poussait à sauter. Je n'y avais jamais cru, pensant que c'était juste une légende, une de ces histoires inventées pour effrayer les enfants. Mais maintenant que j'étais là, je comprenais. Chaque seconde passée au bord de cette falaise renforçait l'attraction du vide. C'était comme si une main invisible me poussait dans le dos, douce mais persistante, me suppliant de céder. Je pouvais presque voir les visages de ceux qui avaient sauté avant moi, leurs regards vides, leurs corps brisés au pied de la falaise, leurs esprits piégés pour l'éternité dans cet appel interminable. J'essayais de bouger, de m'éloigner, mais mes jambes refusaient de m'obéir. Je fixais le vide, hypnotisé, tandis que les voix se faisaient plus pressantes, plus intimes. Il n'y a rien à craindre, laisse-toi aller, c'est la fin de toute souffrance. Je sentais la panique monter en moi, une panique que je n'avais jamais connue auparavant. C'était comme si mon propre esprit me trahissait, se retournant contre moi, me poussant à faire l'inimaginable. Je pris une grande inspiration, fermant les yeux, essayant de me concentrer sur autre chose, n'importe quoi pour échapper à cette emprise. Mais même les paupières closes, je pouvais sentir le vide m'attirer, me tirant de l'intérieur. Je me suis forcé à penser à ma famille, à mes amis, à tout ce que je laissais derrière moi. Mais les voix, les maudites voix, noyaient tout cela sous une vague de noirceur. Je fis un dernier effort pour reculer, pour échapper à cet appel mortel. Mais à ce moment précis, j'entendis une voix, plus forte que les autres, claire, presque familière. « Rejoins-nous » Elle résonnait dans mon esprit, se répétant en boucle, jusqu'à ce que je sente mes pieds glisser sur la roche humide. Mon cœur s'emballa, et un cri silencieux s'échappa de mes lèvres. Juste avant de perdre l'équilibre, je sentis une force intérieure me ramener, un dernier sursaut de survie. Mes jambes fléchirent, et je tombai en arrière, loin du bord, mes mains tremblantes cherchant désespérément une prise.
Les voix s'évanouirent peu à peu, laissant place à un silence assourdissant, un silence qui résonnait encore dans mes oreilles. Je restais allongé là, haletant, incapable de bouger, tandis que l'appel du vide s'estompait lentement, me laissant vider, comme si une partie de moi était restée accrochée à ce bord. Je ne saurai jamais ce qui s'est réellement passé ce jour-là, mais je sais une chose. Je ne retournerai jamais près de cette falaise. Car, au fond de moi, je sais que cet appel ne s'estompe jamais vraiment, et que ceux qui l'entendent ne sont jamais tout à fait les mêmes ensuite. Histoire 12, le raccourci mortel. Je me souviens encore de cette nuit comme si c'était hier. Pressé par le temps, j'avais décidé de prendre un raccourci pour arriver plus vite chez moi. La route principale était encombrée, et je ne pouvais pas me permettre d'être en retard. J'avais entendu parler d'un chemin à travers la forêt qui me ferait gagner une bonne demi-heure. Sans réfléchir davantage, j'ai tourné à droite sur un sentier de terre battue, espérant éviter le trafic. Dès les premiers mètres, j'ai senti une étrange tension. La route, bien que praticable, était étroite et entourée d'arbres massifs qui semblaient s'étendre indéfiniment vers le ciel. La lumière de mes phares peinait à percer l'obscurité qui régnait dans la forêt, créant des ombres inquiétantes qui dansaient autour de moi à chaque tournant. J'aurais dû faire demi-tour à ce moment-là, mais l'idée de gagner du temps me poussait à continuer. Plus j'avançais, plus l'atmosphère devenait oppressante. Les arbres, si proches les uns des autres, formaient un tunnel naturel qui rétrécissait à vue d'œil. Je me surpris à rouler de plus en plus lentement, mes yeux scrutant sans cesse les côtés de la route, comme si quelque chose allait surgir des ténèbres. Un frisson parcourut mon échine, et je tentai de me rassurer en allumant la radio, mais aucune station ne captait. Seuls des grésillements remplissaient l'habitacle, ajoutant une couche supplémentaire à l'étrangeté de la situation. Et la route, que je pensais être un simple raccourci, se transforma rapidement en un dédale sinueux. Chaque virage me menait plus profondément dans la forêt, et je perdais toute notion du temps. L'angoisse grandissait en moi, et mes mains se crispèrent sur le volant. Soudain, je vis quelque chose au loin. Une silhouette, indistincte, se tenait au milieu de la route. Je freinai brusquement, les pneus crissant sur le gravier. Mes phares éclairaient une forme humanoïde, immobile, comme pétrifiée. Je clignai des yeux, et la silhouette avait disparu. Le doute s'installa en moi. Avais-je vraiment vu quelque chose, ou mon esprit me jouait-il des tours? Je secouai la tête, tentant de me débarrasser de cette vision, et repris la route, mais l'inquiétude s'était déjà installée dans mon esprit. Quelques minutes plus tard, je remarquai que les arbres semblaient se refermer derrière moi, comme s'ils formaient un mur vivant, m'empêchant de faire demi-tour. Je pris un virage serré, et la route devant moi se mit à serpenter étrangement, presque comme si elle tentait de me désorienter. Les contours de la route devenaient flous, et je me rendis compte que je ne reconnaissais plus le chemin que j'empruntais. Chaque virage me ramenait à un endroit similaire, comme si j'étais piégé dans une boucle infinie. Le sentiment de panique monta en moi. Les ombres se faisaient plus intenses, et il me semblait voir des mouvements dans les sous-bois, des formes étranges qui m'observaient en silence. Mes phares éclairèrent brièvement ce qui ressemblait à une paire d'yeux luisants, mais dès que je me concentrai dessus, ils disparurent dans l'obscurité. Mon cœur battait à tout rompre, et je sentais la sueur perler sur mon front. L'idée d'être perdu dans cette forêt, entouré de créatures inconnues, me terrifiait. J'accélérai, espérant désespérément trouver une sortie, un signe de civilisation, n'importe quoi qui m'indiquerait que je n'étais pas totalement coupé du monde. Mais plus j'avançais, plus la route devenait tortueuse, labyrinthique. Les arbres semblaient se resserrer autour de moi, créant un couloir étouffant où chaque respiration devenait difficile. À un détour d'un énième virage, je tombais sur une clairière. Le contraste avec l'obscurité précédente était saisissant. Un grand arbre se dressait en son centre, ses branches noueuses formant une canopée oppressante. Je décidai de m'arrêter, sentant que continuer dans cet état de panique ne ferait qu'empirer les choses. J'éteignis le moteur, et le silence qui suivit était presque assourdissant. Je restai assis dans la voiture, les mains tremblantes, essayant de reprendre mon souffle. C'est alors que je l'entendis. Un chuchotement, à peine audible, mais suffisamment clair pour me glacer le sang. Il semblait venir de partout à la fois, un murmure indistinct qui se transformait peu à peu en un chant hypnotique. Je ne comprenais pas les mots,
Mais le ton était indéniablement sinistre. Et la peur m'envahit complètement. Et je décidai qu'il était temps de quitter cet endroit, peu importe le prix. Mais lorsque j'essayai de démarrer la voiture, le moteur refusa de se lancer. Je tentai à plusieurs reprises, mais rien n'y fit. Le chuchotement se fit plus fort, plus insistant, et je crus voir des ombres bouger autour de la voiture, se rapprochant lentement. Et la panique totale s'empara de moi. Je sortis de la voiture, espérant que mes pieds pourraient me mener hors de ce cauchemar. Mais dès que je mis un pied dehors, je sentis une présence derrière moi. Je me retournai vivement, mais il n'y avait rien. Rien d'autre que cette forêt sombre, oppressante, et ces murmures incessants qui envahissaient mon esprit. J'y commençai à courir, sans but précis, juste l'instinct de fuir. Les arbres semblaient bouger, changeant de place pour me piéger, m'empêchant de trouver une sortie. Le chant sinistre continuait de me hanter, se mêlant au bruit de mes pas sur les feuilles mortes. J'y courus jusqu'à ce que mes jambes ne puissent plus me porter, jusqu'à ce que l'épuisement me force à m'arrêter. Je m'effondrai sur le sol, haletant, sentant l'inévitable se rapprocher. Les ombres autour de moi se resserraient, prenant des formes de plus en plus distinctes, humanoïdes, mais déformées, grotesques. J'y réalisais alors que la seule sortie de ce labyrinthe infernal n'était pas une route ou un sentier, mais la confrontation avec ce qui m'attendait dans l'obscurité. Ces créatures, ces entités, étaient le reflet de mes peurs les plus profondes, et tant que je ne les affronterais pas, je resterais prisonnier de ce raccourci mortel. Mais à cet instant précis, alors que je me sentais au bord du gouffre, une lumière, faible mais persistante, apparut au loin. Sans réfléchir, je me relevai et courus vers elle, ignorant les murmures qui tentaient de me retenir, les ombres qui cherchaient à m'engloutir. La lumière grandissait, perçant l'obscurité, et je me retrouvai soudainement sur une route goudronnée, familière, la forêt derrière moi disparaissant comme un mauvais rêve. Essoufflé, je tombai à genoux, réalisant que je venais de survivre à l'impensable. Ce raccourci, je ne le reprendrai jamais. Il était clair que certaines routes sont faites pour être évitées, et que certains raccourcis mènent directement à l'enfer.